Alors, commençons donc cet épisode sur les 12 maisons astrologiques dans l'ordre avec la maison 1 ou alors associée à l'ascendant, le moi comme certains diraient, et le caractère foncier. Le caractère foncier car c'est en analogie avec le signe du bélier et l'astre Mars, son maître par domicile. Donc là, à chaque fois, je vais vous faire des analogies pour chacune des maisons et je vais vous donner le signe qui est naturellement en analogie avec cette maison-là de manière générale et l'astre qui le gouverne par domicile. Pour les maîtrises par exaltation, ce sera dans un autre sujet. Elles sont secondaires de toute façon pour les maîtrises des maisons. Et évidemment, à chaque fois, il faut regarder de manière particulière, c'est-à-dire dans votre thème natal, pas le thème astral, mais natal, j'ai fait la différence. Quel est l'astre qui maîtrise de cette maison? Donc, ce sera lui qui va donner le là par rapport au significateur général de la maison, c'est-à-dire celui qui est en analogie naturellement avec cette maison. Donc, j'ai 3 livres devant moi qui sont excellents. Donc, je vais tout simplement vous lire ce qui est écrit et peut-être vous donner des commentaires en plus, car voilà, je ne veux pas réinventer la roue, c'est déjà très bien ce qui est écrit. Donc la maison 1, selon un ancien astrologue du XXe siècle, c'est la maison qui gouverne ou influence le sujet. Donc le natif, la personne qui consulte, la vie, la constitution du corps, la disposition de l'âme, donc personnalité ou caractère, au sens social, parce qu'il n'y a pas que l'astrologie de vos thèmes de naissance, c'est le peuple, c'est la santé publique, c'est le commencement des choses, les conditions générales de la nation, c'est-à-dire de la patrie, de la personne. Dans un autre livre qui date aussi du XXe siècle, il est écrit que la signification essentielle de la maison 1, c'est la sphère d'action du natif, c'est-à-dire la personne qui consulte, ses possibilités, sa vie et son tempérament. Elle correspond au premier signe, encore une fois le bélier, et elle a d'autres significations telles que la santé physique principalement, là où la santé mentale, c'est plutôt la maison 12, l'intelligence, la personnalité et les tendances héréditaires. Et la maison 1, pour terminer avec un livre qui a été rendu en 2014. Donc, je vais vous faire dans cet ordre-là à chaque fois. Donc, le plus vieux au plus jeune des livres. Donc, la maison de la personnalité par opposition aux autres, les autres signifiés par le signe de la balance et donc Vénus. Le mode essentiel de réaction des événements en général de la personne, la vitalité, la constitution physique, la santé, l'enfance de manière générale. Donc la correspondance symbolique, évidemment, encore une fois, c'est le feu et c'est le bélier. Donc voilà, on continue. Continuons avec la maison 2. La signification essentielle de cette maison, c'est l'argent, les acquisitions et le gain. Donc ça, c'est un livre de 1969. Elle correspond au deuxième signe, autre signification, donc les placements, c'est-à-dire les investissements de la personne. Donc tout investissement confondu, crypto, immobilier, SCPI, enfin vous connaissez. Les banques, la monnaie, les comptes, la fortune, la gestion, en général la gestion financière, le numéraire, donc les chiffres et ce qui est acquis. Un autre livre dit les biens, les richesses, les propriétés, l'alimentation. C'est logique pour l'alimentation car le taureau est en analogie avec la bouche, le cou et donc Vénus, donc qui maîtrise cette partie du corps, donc tout à fait logique. Les auxiliaires, les ministres et l'inspiration. Car Vénus, c'est l'artiste qui est aussi insufflé dans le signe du taureau, on peut dire ça. Et au sens social, donc pour ce qui est de l'astrologie mondiale et politique, la maison 2, c'est la bourse, les banques, le trésor public et le commerce. Et dans les livres, je suppose, modernes d'astrologie, on vous dira que la maison 2, ce sont les possessions acquises par soi-même, donc par la force de son travail et de ses mains et de ce qu'on a construit, tout simplement, à l'opposition de la maison 8 qui symbolise les héritages. Ce sont les biens, l'écoulement, les biens et leur écoulement aussi, et aussi le degré d'indépendance matérielle d'une personne. Donc pour résumer, c'est le matérialisme. Et le dernier livre que je vais vous lire, il dit tout simplement, maison 2, l'avoir. Le comportement par rapport aux biens matériels, l'attachement ou détachement à la matière, le rapport à l'argent, les aptitudes à gérer les biens matériels et l'argent. Donc, quand je dis que le taureau est en analogie avec l'argent, avec le matérialisme, ce n'est pas une insulte, c'est parce que symboliquement, c'est ce que c'est. Et depuis la nuit des temps, là, je vous ai lu des livres du 19e siècle, deux du 20e siècle, et là, je viens vous lire le 21e siècle. Et ils disent tous la même chose. Et donc, la correspondance symbolique de la maison 2, c'est le taureau, et donc Vénus et la Terre.
La maison 2, c'est aussi le visage, la parole, l'œil droit, les causes de la mort, à l'opposé de la maison 8 qui se rapporte aux circonstances de la mort. Et donc, de manière plus moderne, vous rencontrerez dans les livres d'astrologie ces significations-là, j'espère, pour vous. La maison 3. La signification essentielle de la maison 3, c'est l'intelligence d'une personne dans un thème natal. Elle correspond donc au troisième signe, les Gémeaux, donc Mercure. En analogie, les autres significations de cette maison sont les frères et sœurs, donc en général les plus jeunes, l'entourage, les écrits, les livres, les petits voyages, les voisins, les véhicules, les déplacements, la marche, la correspondance, les facteurs et la course à pied. Un autre ouvrage dit que la maison 3, ce sont les frères, les sœurs, les cousins aussi, les amis, la foi, les mutations, donc professionnelles par exemple, les petits voyages, donc en général c'est Lune et Mercure, et donc le Cancer et le Gémeaux, les proches parents. Donc c'est l'esprit pratique, les lettres en général, donc l'attrait pour la littérature, les mots, l'alphabet. En astrologie mondiale, ça correspond à la poste, au télégraphe, au téléphone, au chemin de fer, aux véhicules et aux publications littéraires, peut-être d'un individu. Et donc de manière plus moderne aussi, encore une fois, 2021, un autre ouvrage, l'intellect concret. L'expression concrète des facultés intellectuelles et des relations sur ce mode, notamment avec les proches, les frères et sœurs principalement. Les rapports avec les moyens de contact et la communication, donc l'aisance à saisir ces outils-là, la vocation professionnelle, les aspirations sociales, les études et la capacité de compréhension en général d'un individu, donc son intelligence pratique et, on va dire, concrète aussi avec la Vierge d'une autre manière. Et donc la symbolique, c'est le Gémeaux, l'air et Mercure. Et de manière plus plus moderne, vous lirez dans les livres d'astrologie que la maison 3, c'est la pensée concrète du natif, donc la personne qui consulte, son travail cérébral, ses écrits, ses déplacements de courte durée, encore une fois, en analogie avec le Cancer et le Gémeaux, donc la Lune et Mercure, par extension le milieu familial dans lequel il vit, les frères et sœurs et les voisins. Pour ce qui est de la maison 4, donc la signification essentielle, c'est le foyer, donc où on vit en général, le patrimoine, le père dans un thème masculin, la mère dans un thème féminin et la famille. Elle correspond donc au quatrième signe ici, le Cancer et donc la Lune. Elle a d'autres significations telles que le domicile, donc la demeure, comme je vous avais écrit dans la symbolique des astres, les biens immobiliers, la dernière partie de la vie, là où elle correspond aussi à la petite enfance, l'âge lunaire en général, donc de 0 à 7 ans plutôt, 6 ans et demi, et aussi la vieille vieillesse, comme j'aime bien dire, après l'âge de Saturne qui lui correspond plus à 60 ans. L'âge lunaire et donc l'âge de la maison 4 ici, c'est plutôt les 80 ans, 90 ans. Donc ça représente aussi la renommée après la mort, l'occultisme en général avec Pluton, la maison, les réalisations ultimes et les trésors cachés d'un individu. Un autre ouvrage dit sur la maison 4 que ce sont les parents, donc les biens immobiliers, les biens ne provenant pas des morts, contrairement à la maison 8, les trésors cachés, la fin des choses, donc les héritages du père, en général, la résidence, la vie familiale, la sépulture, les cimetières, les choses secrètes, le renversement des positions. Et en astrologie mondiale, ça correspond à l'agriculture, les mines, les intérêts fonciers, les villes, les récoltes, les vents, le changement en général et les partis de l'opposition. Et pour terminer, dans un dernier ouvrage, pour une version plus moderne, ça vous dit que la maison 4, ça correspond à... Alors la maison 4, ça correspond donc à l'hérédité, donc origine et la fin du natif, donc d'où il vient, ses racines, on peut dire raciales, ethniques et tout ça. La famille, les secrets de famille aussi, les réactions de la famille sur le natif à sa naissance notamment, ou dans sa petite enfance et dans la vieillesse, les obligations morales et matérielles vis-à-vis de la famille, l'atavisme. La fin, donc l'entourage de la vieillesse, l'évolution mentale, par extension les possessions familiales, les terres, les biens immobiliers et le patrimoine, tout ce qui est héritage et pas des morts, encore une fois.
Et dans un autre ouvrage, ici encore plus moderne, c'est la réalisation socio-professionnelle, la mère expérimentée par le natif et non telle qu'elle est réellement. C'est l'extériorisation du domaine professionnel et la position sociale, la vie publique, la réputation, la relation aux autorités, l'extériorisation de la vie familiale, la manière d'être dans la réalisation. Donc elle est en correspondance symbolique avec le cancer, donc la lune et l'eau. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas déjà dit, mais si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes ou des commentaires si vous avez des choses à rajouter par rapport à la symbolique des maisons sur Astrobagis. Pour la maison 5, la signification essentielle, c'est la création. La création dans l'ordre humain, donc en général, c'est pour ça que c'est associé aux enfants, mais aussi aux œuvres artistiques, par exemple, ou aux œuvres en général que va laisser quelqu'un, et aussi les liaisons. Elle correspond au 5e signe, donc le lion et le soleil, en analogie. Elle signifie donc le théâtre, l'enseignement, les plaisirs, les sports, les amours, les amours, comme le soleil, les spéculations, les courses, le jeu, le cinéma. Dans un autre ouvrage, on vous dit que la maison 5, ce sont les enfants légitimes et illégitimes. Les affections, donc les affections amoureuses en général, les retours dans la patrie, donc d'où l'on vient si on vit à l'étranger, les dons qu'on a, les talents aussi, on peut dire ça autrement, les plaisirs, la récréativité en général, les habits, les ornements, et donc les bijoux et tout, les spéculations. En astrologie mondiale, ça correspond aux ambassades, au théâtre, aux écoles et à la morale. La morale. Et il dit plus tard que la maison 5, de manière plus moderne, ce sont les désirs, la volonté d'une personne et leur réalisation, le rayonnement du natif, les enfants, les amours, encore une fois, les spéculations sentimentales ou financières, les jeux, les amusements, l'éducation, les publications, donc encore une fois l'œuvre. Et pour terminer, un dernier livre vous dit, plus moderne, la créativité d'une personne. Les créations personnelles en dehors du métier, donc les choses qu'on fait pour ses propres loisirs, l'éducation, les loisirs, les jeux et les plaisirs. Encore une fois, la vie affective et sentimentale. Là où la vie conjugale, c'est la maison 7 et uniquement ça, et c'est Vénus, alors que l'amour et les sujets du cœur et des sentiments purs, on peut dire ça, amoureux, c'est solaire, c'est le soleil, et donc la maison 5 en analogie. Donc les créations artistiques de la personne, les enfants, et pour une femme, les circonstances de l'accouchement, effectivement. Donc la correspondance symbolique, encore une fois, c'est le lion et le signe de feu, et donc le soleil. Pour ce qui est de la maison 6, sa signification essentielle, c'est le travail, les maladies aiguës, donc qui durent. Elle correspond au 6e signe, donc la Vierge, et aussi encore une fois en analogie avec Mercure, tout comme l'était la maison 3. Elle a d'autres significations telles que l'alimentation, c'est-à-dire là, d'un point de vue santé et non pas d'un point de vue plaisir, comme on l'a vu pour la maison 2. Les serviteurs, donc les employés, les corvées, l'hygiène, les oncles et les tantes, les petits animaux domestiques, donc vos petits chats et vos petits chiens que vous avez chez vous, et le service public en général pour ce qui est de l'astrologie mondiale. Un autre ouvrage vous dit que la maison 6, c'est le service social, le travail public, les subalternes, donc encore une fois les employés, les possibilités d'emploi et les obstacles à trouver, et aussi le temps de chômage, pour le dire autrement, que la personne peut avoir dans sa vie, le temps d'inactivité professionnelle, la santé, l'hygiène et par dérivation, les oncles du natif. Plus enseignement, elle dit que ce sont les infirmités. C'est la maison qui est associée aux esclaves, aux serviteurs, aux animaux domestiques, à la vieillesse, la maison de l'alimentation. En astrologie mondiale, elle correspond à la masse, au peuple, les travailleurs, la santé publique, donc tout ce qui est assurance maladie. Et tout ça, vous connaissez, donc les mutuelles et toutes ces conneries-là. La marine, l'armée, les navires de guerre, la police et les services publics en général. Donc la mairie auquel je peux penser la poste et tout ça. Donc ça englobe vraiment tous les services publics. Et pour terminer, un dernier ouvrage vous dit que la maison 6, ce sont plutôt les contraintes, ce qui paraît imposé aux natifs. Donc les contraintes extérieures, le travail, la petite maladie, les souffrances, les contraintes familiales et domestiques, conjoints et ambiance familiale, le facteur dominant du conjoint, le meilleur ami et les ennemis,
les relations professionnelles dans ce qu'elles ont de contraignantes, notamment avec les collègues et les employés si on est patron, ou tout simplement les collègues ou le patron. La correspondance symbolique, c'est donc la Vierge, le signe de terre, donc, et évidemment Mercure, son unique maître. Pour ce qui est de la maison 7, donc sa signification essentielle, ce sont les contrats, le mariage. Elle correspond au 7e signe, c'est-à-dire la balance et donc Vénus, encore une fois. Elle a d'autres significations telles que les procès, les ennemis déclarés, le public en général, les grands-parents, la vie sociale, les rapports avec la société, la vie mondaine et les associations qu'on peut faire dans sa vie. De manière plus ancienne, elle nous indique le mariage, les femmes, le procès et les discussions, les vols. Les vols au sens de voler quelque chose, de dérober, et pas les vols au sens de l'aviation. Les ennemis, la vente, l'achat des maisons, les contrats, les associés, l'individualité par opposition à la personnalité. En astrologie mondiale, ça correspondrait aux guerres, aux ennemis, aux alliances aussi, les traités, les affaires étrangères, les voleurs et les assassins. Et comme par hasard, son analogie avec le signe de la balance. N'est-ce pas surprenant? Quand je le dis, on me conteste, mais ça c'est un livre du XXe siècle pourtant. Je n'existais pas à cette période. Bon. Ensuite, de manière plus moderne, la maison 7, ça correspond... Ah oui. La maison 7, ça correspond donc ici à la vie sociale d'un natif, d'une personne, autrement dit, dans la société, le peuple. Les réactions de la société par rapport à l'attitude du natif, celles-ci résolvent de deux manières. La répulsion, et ce sont alors les ennemis publics, les querelles, les procès, les divorces. Donc, c'est encore plus accentué si c'est dans un signe belliqueux ou dans un signe à polémique. Donc, vous connaissez les signes qu'on n'aime pas beaucoup et qui ont mauvaise réputation. Je vous laisse dire dans les commentaires, deviner de quoi il s'agit. Si vous ne le savez pas déjà, l'attraction aussi d'une autre manière. Donc, par conséquent, les associations, les unions légales et les contrats. Donc, ici, ça implique évidemment le conjoint, donc l'époux ou l'épouse selon votre sexe. Bien évidemment, si vous êtes hétérosexuel. Et pour terminer, un dernier livre vous dit que la maison 7 s'est associée au descendant cette fois-ci, là où la une c'est l'ascendant, donc c'est la complémentarité ou l'opposé, les alliances et les associations d'une personne, le mariage, le conjoint et sa profession, donc et la profession du conjoint, les rivalités déclarées, là où les rivalités sournoises et sourdes, c'est le poisson, les concurrents, donc quand on a par exemple une activité professionnelle, les rapports avec autrui, notamment conflictuels ou diplomatiques, l'énergie. La correspondance symbolique, pour terminer encore une fois, c'est la balance et donc Vénus, signe d'air. La fameuse maison 8. Je vais vous lire d'abord ce que les anciens disaient pour vous aider à cerner, ou plutôt à discerner le vrai du faux de ce qui est raconté aujourd'hui. Donc les anciens disaient, ce sont des livres du XXe siècle que j'ai devant les yeux, que la maison 8, sa signification essentielle, c'est la perte et la mort. Elle correspond au 8e signe, c'est-à-dire le Scorpion. Donc en analogie avec Mars, son maître traditionnel, et désormais Pluton, depuis qu'il a été découvert. Elle a d'autres significations telles que les régénérations, la capacité de transformation d'une personne, les héritages, les professions se rattachant à la mort, les croque-morts, l'occultisme en général, la médecine aussi d'une autre manière, les legs, les testaments, la fortune du conjoint, la sexualité et les pouvoirs secrets d'un individu. La maison 8, dans notre livre, le dit que ça représente les dernières années de la vie, les antiquités, la fortune des époux, la crainte, donc la fortune, c'est-à-dire celle qu'on a amassée ensemble, celle aussi des morts, donc héritage des morts, tous les morts, donc le conjoint, un membre de la famille, un ami, une personne au hasard qui t'aimait bien, etc. C'est l'héritage. Et évidemment, en astrologie mondiale, ça correspond à la moralité donc d'une société, par exemple, et au suicide. La maison 8 aussi, de manière plus moderne, ce que vous lirez, c'est les possessions acquises par les associations, donc au sens dérivé de la maison 7, les gains ou pertes au résultat soit de contention publique,
donc procès ou soit d'association légale, mariage, contrat. Sens propre de la maison 8, fin des acquisitions par opposition à la maison 8, c'est-à-dire la mort du matérialisme, par exemple, et par extension les acquisitions qui restent à la mort, c'est-à-dire le testament du natif lui-même. Donc c'est l'empreinte qu'il va laisser aussi d'une autre manière, et plutôt l'empreinte occulte, les choses qu'on ne peut pas toucher, la richesse que va laisser un individu qu'on ne peut pas sentir, posséder, exploiter, dépenser. Vous voyez, c'est presque une notion d'immortalité de l'individu que représente la maison 8. Et je rajouterais aussi, par rapport aux gains, quand il parle de contentieux public, les gains qu'on peut en faire ou les pertes, c'est aussi les aides sociales, par exemple. C'est, entre guillemets, l'argent qu'on fait sans rien faire. Entre guillemets, comme je vous dis. Donc, la CAF, le Pôle emploi, les indemnités de je ne sais pas quoi, le prud'homme et toutes ces choses-là. Même si vous ne passez pas en procès pour la CAF, il y a un certain... Comment dire ça? Il y a des gens qui passent en procès d'ailleurs pour la CAF quand on leur coupe leurs aides, etc. Mais il y a un certain système qui est mis en place pour que vous les ayez, en fait, tout simplement. Et donc, c'est comme si vous signez un contrat. Et d'ailleurs, les personnes qui touchent le RSA, ils ont un contrat d'insertion de je ne sais pas quoi, qui n'est absolument pas appliqué dans la réalité en France. Je parle uniquement pour les Français. Et donc... voilà un peu à tout ce à quoi ça correspond. Là où la maison 2, c'est vraiment l'argent du labeur, de la sueur de la personne. Un dernier livre vous dit sur la maison 8 que c'est la transformation et le renoncement. Le monde de la mort, de la renaissance des êtres et des choses. Ce à quoi il faut renoncer dans le domaine matériel. Donc ça va être indiqué par le signe et peut-être les maisons qui s'y trouvent. Les choses cachées, mystérieuses, ésotériques. La sexualité aussi. Les finances des associés, donc ceux de la maison 7, les finances du mariage, donc les comptes joints et tout ça, de l'union, les héritages et les legs, les maladies graves, les revenus autres que ceux du travail, donc tout ce que je vous ai dit là, les rêves puissants, l'inconscient, les circonstances de la mort. La nature de la maladie ou accident mortel est indiquée par la planète maître de la maison 8 ou les planètes ou la planète en aspect occupant la maison. Les signes de la maison fournissent une indication sur les organes affectés qui ont causé la mort. Voilà, pour ce qui est des maisons fixes. Donc pour terminer encore une fois, la correspondance symbolique, c'est le Scorpion, Mars et Pluton. Et donc le signe Taureau. Alors la maison 9, pour réélever un peu la vibration, car elle signifie des choses un peu plus joyeuses, elle représente l'esprit philosophique d'un individu, les longs voyages à l'étranger, là où les petits voyages, c'est Lune et Mercure, encore une fois, pour ceux qui suivent depuis le début, et l'évolution spirituelle d'une personne. Elle correspond au 9e signe, c'est-à-dire le Sagittaire, donc aussi normalement Jupiter. Elle a d'autres significations telles que les idéaux d'une personne, les capacités de prêtrise ou tout simplement d'enseignement, donc la vocation de professeur par exemple ou d'enseignant, la religion, la sagesse, les hautes sciences, l'enseignement universitaire et toutes les études supérieures après notamment le bac, l'étranger, les capacités d'élévation spirituelle du sujet, l'astrologie notamment, car c'est un langage symbolique, donc les symboles, les signes et tout ça, tout ce qui est code de ce genre-là, c'est du domaine de Jupiter, les guides et le maître, donc l'enseignant. Un autre livre ancien vous dit que la maison 9, c'est la religion, la foi, la vision, la sagesse, le culte, les propos, les songes, les longs voyages, la philosophie, les œuvres de l'esprit, les tendances élevées du cerveau, là où les tendances, on va dire, standards du cerveau, c'est la maison 3 et Mercure, la puissance commerciale d'une personne, les navires en astrologie mondiale, le clergé, la magistrature et les personnes qui symbolise ces métiers-là, les sciences, les juges et tout ce qui s'y rapporte, les navires. Pour revenir à des choses plus personnelles, c'est vraiment l'occultisme, encore une fois, les sciences divinatoires. Donc l'astrologie inclut, car il y a l'astrologie divinatoire ou plutôt l'astrologie horaire qui existe, et l'astrologie de questionnement aussi. Et vous avez voilà,
ce que ça signifie. Et pour terminer, il y a une version plus moderne qui vous dit que la maison 9, c'est la maison associée aux aspirations et aux inspirations du natif, son évolution morale, ses déplacements lointains et aussi les déplacements en pensée. Donc les lectures, par exemple, qui vont nous transporter, qui vont nous faire voyager, mais aussi tout ce qu'on écoute, hein, tout ce que vous écoutez, tout ce que vous enseigne, par exemple ce podcast, et toutes les vidéos que vous regardez, les films que vous regardez, qui vous transportent, qui vous transpercent aussi, les visions que vous avez et aussi évidemment vos intuitions. Aussi en plus avec la maison 4. Et pour terminer, on a un dernier ouvrage qui vous dit que la maison 9, c'est carrément le lointain, la transcendance, le père en astrologie hindoue, par exemple, pour ceux qui s'y intéressent, la rectitude d'esprit, l'intellect abstrait et l'intuition, les grands voyages, encore une fois, l'évolution spirituelle, l'idéal, les rêves conscients, la popularité d'une personne en soleil en sagittaire, par exemple, une image symbolique, les petits-enfants et le maître spirituel, le gourou. Elle est en correspondance symbolique avec le Sagittaire et Jupiter. Et si vous avez aimé cet épisode et que vous l'aimez encore, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire, un emoji suffit pour le référencement de Astropaygis. La maison 10 ou alors le milieu du ciel. Mais qu'est-ce que ça signifie tout ça? La maison 10, ce sont les actes, les honneurs et le pouvoir. Elle correspond au 10e signe, c'est-à-dire le signe du Capricorn. Elle a d'autres significations telles que la carrière, donc en général, là où le métier au quotidien, c'est la maison 6. Et ce qu'on va gagner de son métier, c'est la maison 2. Donc quand vous voulez faire une étude, par exemple, sur votre vocation, il faut regarder ces 3 maisons en même temps. En commençant par la maison 10, qui va vraiment vous donner un ordre d'idée de la carrière, de tout ce que ça implique de manière très générale et très symbolique dans votre vie. Je continue. La maison 10, c'est le succès aussi, ce que ça vous indique, que vous allez avoir et peut-être les déboires qui vont se présenter sur votre chemin, votre pouvoir, le pouvoir auquel on aspire par le signe qui l'indique aussi, la réussite sociale, la mère, l'ambition, le règne, la célébrité, le rôle joué dans l'État, donc le rôle que vous allez jouer dans la société tout simplement. Et donc, la signification dans un livre ancien vous dit que ce sont les dignités, la profession, la maison de la mère, la maison de la mémoire aussi, en opposition avec la maison 4 qui est le passé, les positions, les honneurs. En astrologie mondiale, ça correspond au roi, au pouvoir et à l'aristocratie. C'est pour ça que souvent je vous dis que le Capricorne, c'est le bourgeois. Non. Le bourgeois, c'est le Jupiter, c'est le monarque, le Capricorne. C'est pour ça que c'est le pouvoir aussi. Et oui, il faut faire les liens avec les vidéos. Enfin, un dernier livre plus moderne, des années 2000, vous dit que la maison 10 représente l'hérédité et les réalisations ultimes. Donc ici, il inverse les maisons parce qu'il faut savoir qu'il y a un débat chez les astrologues pour le sens des maisons. Il y a un certain Jacques Dorsan qui avait écrit un livre qui a fait mouche dans l'astrologie, qui n'est pas astrologue, mais qui est respecté par beaucoup d'astrologues pour indiquer que, en général, la manière dont on représente les maisons est inversée. Que là où se trouve, c'est-à-dire que, si vous voulez, les signes sont dans le bon sens, sauf que là où, en général, on représente la maison, le milieu du ciel en haut, normalement, on devrait le représenter en bas et la maison 4 en haut. C'est-à-dire que au lieu qu'on parte de la maison 1 vers le bas, donc en dessous de l'horizon, donc comme ça, il faudrait que ça parte vers le haut, c'est-à-dire maison 2, et là où est la maison 12, par exemple, si vous regardez sur Astrothème, ce serait la maison 2, la maison 11, ce serait la maison 3, la maison 4, ce serait la maison 10, ce serait la maison 4, etc. Et en fait, c'est juste le sens inverse. Et donc, c'est pour ça que cet auteur, que je trouve très intéressant, a souligné que la maison 10, donc lui, il a inversé, c'est plutôt l'hérédité et les réalisations ultimes. Donc, si vous voulez creuser ce sujet un de ces jours, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que vous puissiez savoir quel est mon avis, parce que j'ai un avis dessus. Mais voilà, j'aime bien vous présenter ça, car vous savez que sur ma chaîne, il y a du divertissement, mais on apprend aussi, évidemment. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par email si ça vous intéresse.
Donc il dit que c'est l'environnement à la naissance, la vie au foyer, les résidences et les biens immobiliers, notamment patrimoniaux, les conditions générales de l'existence en fin de vie, la connaissance de soi, la dignité, les conséquences et implications matérielles des voyages ou de la vie à l'étranger. Donc correspondance symbolique, Capricorne, Terre. Et donc ici, dans un nouveau livre, pour revenir à des choses plus communes, on peut dire ça comme ça, la maison 10, ici, elle est associée, je vous l'ai déjà lu d'ailleurs, elle est associée de manière plus moderne au pouvoir potentiel du natif. Pouvoir, là où les pouvoirs secrets, c'est la maison 8, et les pouvoirs vraiment, on peut dire visibles, vu que c'est au zénith du thème, selon la conception la plus commune. Donc c'est ce qui se ressent, c'est ce qui se dégage de la personne aussi. En général, d'ailleurs, les astres qui tournent autour de cette maison, surtout s'ils sont sur la cuspide, sont les plus importants du thème, avec les astres à l'ascendant. Et donc, c'est vraiment, ils ont une puissance particulière, peu importe leur dignité, peu importe leur état céleste. J'ai déjà fait un épisode dessus. N'hésitez pas à le regarder en barre d'infos dans la playlist Les bases de l'astrologie. Donc, son action dans la société, donc l'action du natif, sa montée sociale, son ascension sociale, autrement dit, son niveau, son honneur social, donc le crédit, la réputation, les distinctions qu'il va recevoir, etc. Donc vraiment la capacité de la personne à s'élever, tout simplement. Son degré de popularité, la voie qu'il choisit pour se développer dans la société par opposition à la maison 4, ou celui des parents qui a le plus d'influence sur lui. Ou celui des parents qui a le plus d'influence sur lui. Ok, donc voilà ce qu'il nous dit pour ce qui est de ces maisons-là. Et enfin, un livre qu'est-ce que je ne vous ai pas lu, et je pense que je vous ai tout dit par rapport à cette maison. Moi, ce que je rajouterais, c'est vraiment l'élévation, l'érudition du sujet, comment on appelle ça ? Son niveau de science, son niveau d'expertise dans quelque chose. Est-ce qu'il va pousser ses connaissances au plus haut point, comme le symbolise le Capricorne dans un domaine, ou est-ce qu'il va rester basique, standard aussi, médiocre parfois, selon le signe et selon l'astre et la symbolique associée à ce signe-là et les aspects, évidemment. Vous connaissez la chanson. Pour ce qui est de la maison 11, donc la maison 11, sincèrement, symbolise les amis, les désirs, les projets. Elle correspond au 11e signe. Elle a d'autres significations telles que les protections, la publicité, le parlement, la carrière politique, l'élection et les sociétés. Et donc cette maison 11, plus traditionnellement encore dans un autre ancien livre, vous dit que c'est la maison de la fortune, l'espérance, la confiance, les amis et leur utilité dans la vie du sujet, la fidélité d'une personne, les désirs et les projets. En astrologie mondiale, c'est le Parlement, la législation et les ministères, ou plutôt les ministres. Et de manière plus moderne, on vous dit que la maison 11, ce sont les affinités, tout simplement. Donc les relations amicales, les amis en général, notamment les plus âgés. Donc surtout si c'est en Capricorne, ce sera certainement ça. Le maître, les conseillers, les clubs, etc. Toutes les associations dans lesquelles on participe, les petits groupes ou les grands groupes, ça dépend du signe et les aspects. La nature de ces relations, les aides et les protections éventuelles de la personne. Donc Jupiter est très bien dans cette maison. Les moyens de réalisation de la personne, l'aide entre guillemets qu'il va recevoir et l'aide affichée. Vous voyez. Donc il est en analogie, cette maison, elle est en analogie avec le Verseau. Et donc, naturellement, traditionnellement, on va dire Saturne, son maître traditionnel, et Uranus. Et de manière plus moderne, on considère que la maison 11, c'est la maison qui représente les espérances, les préférences, les compagnons et l'attitude du natif vis-à-vis d'eux, et les amitiés, encore une fois. Donc, ils sont tous d'accord. Nous terminons donc avec la maison 12, qui est une maison très particulière, qui fait partie de mes vidéos les plus connues. Là, je vais vraiment être synthétique et moins psychologique. Et je vais, comme d'habitude, pour ceux qui écoutent depuis le début, merci à vous. Et n'hésitez pas à mettre des j'aime et à me signifier que vous avez tout écouté en mettant LOL dans les commentaires. Je comprendrai. Et cette maison, donc, indique ce qui est caché, tout simplement. Je vais vous lire les anciens, comme ça. Voilà, si vous voulez remettre en question ce que je dis, n'hésitez pas à remettre aussi en question ce qu'ils disent, parce que je m'inspire d'eux.
Elle correspond au 12e signe. Elle a d'autres significations telles que les épreuves de la vie d'un natif, les hôpitaux, les longues maladies, aussi les séjours dans les hôpitaux ou les séjours dans les prisons, qui sait, l'occultisme, l'astrologie, donc en analogie aussi, pareil comme la maison 4 et la 9e maison, les maisons dites occultes, et de même que la maison 8. Elle symbolise l'exil, la sorcellerie, peut-être, si ça existe, hein, qui sait, hein, vous y croyez, vous? Les inimitiés secrètes et les rivalités cachées, ah oui. Les ennemis qui sont proches de vous, parfois, hein, ou qui sont loin de vous. Elle représente les asiles, les grands animaux, donc fantastiques ou qui existent réellement, les crimes, les trahisons, l'espionnage, le suicide, la vie occulte et les grands chagrins. Un autre bouquin vous disait sur la maison 12, qui a été écrit à 5 années d'intervalle, qu'elle représente les ennemis cachés, la tromperie, les afflictions, la prison, les mauvaises résolutions, les biens et les maux provenant des femmes, les peines, les tristesses, les embûches, les bêtes féroces, ces coups touchent en bien ou en mal à l'enfantement, les bêtes à monter, les maladies chroniques, les travaux. En astrologie mondiale, elle symbolise les prisons, les hôpitaux, les lieux où l'on travaille, les crimes et les ennemis. Oh là là, c'est pas très joyeux tout ça. Et enfin, de manière plus moderne, un livre vous dit que c'est le travail secret du natif, les limitations à sa liberté, j'aime beaucoup ça. Les maladies chroniques, les interventions chirurgicales par exemple, les réclusions, les laboratoires, la prison, les oppositions secrètes, la mort de soi-même, donc le détachement. On dit souvent le détachement de l'ego, le soleil en poisson, le détachement, le suicide, l'évolution. Et ils ont oublié quelque chose, les addictions. On n'a pas parlé là. C'est une analogie avec Neptune et les poissons quand même. Et Jupiter aussi. Donc les poissons, les addictions, les excès de choses. Car vous savez que c'est ce que symbolise Jupiter. Parmi tant d'autres choses que je vous invite à regarder. Et donc, les choses cachées ou insidieuses, les épreuves majeures, le courage ou le désespoir, selon un livre plus moderne de 2010, les difficultés de l'existence et le détachement, les maladies longues et insidieuses, l'exil et la solitude, le travail obscur et secret, l'évolution spirituelle par le renoncement et les épreuves, autrement dit aussi le sacrifice, l'abnégation d'une personne, les pertes, les dilapidations, les escroqueries aussi, les extravagances, des exagérations, je veux dire l'excès, l'état après la mort et la connaissance transcendante, astrologie hindoue par exemple, pour ceux qui s'y intéressent encore une fois. Et donc la correspondance symbolique, c'est le poisson et les signes d'eau. Alors qu'est-ce que vous pensez de cet épisode sur la maison, sur les maisons en astrologie? Pour conclure, je vous dirais que les maisons, je n'ai pas voulu le dire au début pour ne pas vous saouler, localise sur Terre les influences des signes et des planètes, ou plutôt des planètes en signes, comme beaucoup de gens affectionnent, et elles font ressortir l'action des astres dans notre vie quotidienne. Elles figurent le cercle de la vie, le lever, la culmination, le coucher et la fin. De tout suivant le symbolisme du siècle, le retour éternel. Les maisons angulaires, qui sont donc les maisons cardinales, on peut dire, associées aux signes cardinaux, donc la maison 1, celle de l'ascendant, la maison 10, celle du milieu du ciel, la maison 7, celle du descendant, et la maison 4, celle du fond du ciel, de manière commune. Elles sont puissantes dans le même ordre, la 1 et la 10 étant à égalité, exprimant une force et une vitalité vraiment extraordinaires. Les planètes qui s'y trouvent, surtout celles proches des angles, sont tellement fortes qu'elles dominent souvent le thème. Donc examinez bien vos maisons. Elles signent donc la personnalité de manière significative. On ne peut pas donc surestimer cette force. Ensuite, les maisons succédantes, donc les maisons 2, 5, 8 et 11. La plus forte est la maison 11 et ensuite la maison 5. Les deux autres sont infiniment plus faibles. Les maisons succédantes n'ont pas le tiers de la force des maisons angulaires. Donc vous qui prenez énormément en compte les astres dans vos maisons 2 parce que vous vous intéressez à vos finances et les autres, faites attention. Les maisons cadentes sont la maison 3, la maison 6, la maison 11 et la maison 12. Seule la 9, a une force pouvant se comparer à celle des succédentes. Les autres sont très faibles. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez un soleil dans la maison 12 ou dans la lune dans la maison 12, enfin selon votre sexe, notamment en plus si vous êtes un homme,
car peut-être que c'est pas si important que ça. Ok. Toute planète à 5 degrés de la cuspide d'une maison appartient à cette maison. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Vous me verrez beaucoup le faire lors de mes interprétations, mes portraits astro que je fais de manière publique. Et donc, les points essentiels du thème, comme le disait Hadès, dans la pratique, et je l'ai remarqué aussi parce que je pratique, contrairement à beaucoup de gens qui vous font des vidéos d'astrologie de, on peut dire, ma génération, si on peut dire ça. Dans la pratique, on s'aperçoit que joue surtout la vie des planètes angulaires, c'est-à-dire la maison 1, celle de l'ascendant, la maison 10, celle du milieu du ciel, la maison 7 et la maison 4. Elles possèdent une très grande influence, surtout les 3 premières maisons. Un peu moins la maison 4. C'est plus la fin de vie, et effectivement ce avec quoi on analogie. La maison 7 et la maison 4 appartiennent à l'âge mûr et la vieillesse, effectivement. Donc quand vous vous intéressez à 20 ans, à 25 ans à votre mariage, vous essayez de voir votre conjoint, même si vous êtes marié, disons que c'est pas encore le moment. Bon. Est appelée gouverneur ou planète gouvernante ou maître de l'ascendant, la planète régissant le signe zodiacal où se trouve la maison 1. Elle possède une grande importance et le signe, le tempérament du natif, donc la personne que vous essayez, dont vous essayez de lire le thème, que ce soit vous ou vos proches, et celle présente en maison 1 s'il y en a, évidemment. Moi, j'ai Saturne, par exemple, sur ma maison 1, en bélier. Qu'est-ce que vous avez, vous? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et à mon milieu du ciel, j'ai Vénus, j'ai Neptune et j'ai Uranus. De même, pour les planètes en maison 10, surtout si elles sont dignifiées. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Le milieu du ciel à maison 10, qui correspond au midi, donc au zénith, est aussi important que l'ascendant. Ce sont les premiers facteurs à prendre en considération lorsqu'on étudie un thème natal. La planète Ilègue, pour un peu de vocabulaire, la planète Ilègue est celle qui donne la vie, en principe le soleil pour la femme, et la lune joue une importance égale pour la femme, et le soleil un peu plus pour l'homme. L'Anérette, comme le disait Hadès, la planète Anérette, est celle qui retient la vie. Dans l'ordre, la planète présente donc dans la maison 8, associée au Scorpion, à Pluton par exemple, et à Mars. La planète 8, la planète maîtresse de la maison 8, donc dans un contexte donc particulier, et la planète affligeant l'Ilègue ou l'ascendant. Donc regardez bien les aspects à votre ascendant, surtout les aspects les plus serrés. Une autre manière, les maisons, donc la règle générale, pour vraiment aller dans l'interprétation, c'est que toutes les planètes en bon état céleste, je vous ai fait un épisode dessus, n'hésitez pas à le regarder dans la barre d'infos, dans la playlist Les bases de l'astrologie, favorisent les affaires régies par la maison où elle se trouve. Son action est proportionnée à sa puissance et à sa nature. Exemple, Vénus et Jupiter dans la maison 2 indiqueront des finances très prospères. Toute planète en mauvais état céleste causera des troubles dans les affaires régies par la maison qu'elle occupe. Ces troubles d'autant plus graves que la planète sera mal aspectée. Donc en plus d'être en mauvais état céleste, elle reçoit encore des aspects compliqués. Exemple, Saturne et la Lune dans la maison 2 et présageront des grains très médiocres. Et si l'ensemble du thème est maléfique, la pauvreté. Et c'est souvent vérifié d'ailleurs. Ceci dit, il faut nuancer parce que parfois ça peut juste... comment dire ça, les mauvais aspects, j'aime bien en parler, on fera peut-être un épisode sur les aspects, mais il faut vraiment contextualiser parce qu'il y a tout un tas de conneries dessus et il y a beaucoup d'astrologues qui se servent de ça pour meubler leur pratique parce que ils se sont éloignés de la tradition et des bases de l'astrologie, no shade. Tous les aspects ne sont pas importants et surtout parfois les dits mauvais aspects vont justement aider le natif à transcender. En général, les personnes qui ont beaucoup de mauvais aspects, beaucoup de carrés dans leur thème, c'est des personnes qui sont amenées à avoir des vies significatives, à avoir des vies importantes, à laisser un impact, avoir des vies riches en fait, parce qu'elles vont avoir des épreuves, donc elles vont développer certaines qualités. Vous voyez, il y a plein de situations qui vous disent demande-moi la force, je t'affligerai, je te frapperai, demande-moi la résilience, je te donnerai des raisons d'abandonner. Plutôt, demande la résilience, je te donnerai des raisons d'abandonner. C'est plutôt dans ce sens-là. Demande-moi la richesse, je te proposerai de travailler. Enfin, ce genre de choses-là, je ne sais pas si je les formule bien, mais en gros, les qualités que certaines personnes ont, en fait, elles viennent de leur travail, souvent. Elles viennent de leurs épreuves, des difficultés qu'elles
transposent, transfèrent, vivent tout simplement dans leur vie, qu'elles expérimentent, c'est ça que je cherchais comme mot. Et donc, surtout, voilà, si ce ne sont pas des aspects angulaires, vraiment laissez ça de côté. Mais si surtout ce sont des aspects angulaires, moi j'en ai pas mal. J'ai par exemple Vénus qui est en carré exact avec Saturne dans mon thème. Et c'est pas pour autant que je suis pauvre, quoi. Vénus en carré avec Saturne. Vénus, maître de ma maison 2, en carré avec Saturne. Donc ça, je vous donne juste un exemple. Je ne suis pas là pour parler de moi, mais juste pour vous dire que, sauf si les aspects sont angulaires, vraiment faites attention à ça. Évaluez, prenez-le vraiment au sérieux. Prenez le temps d'évaluer l'importance de vos aspects, parce que sinon, vous risquez de vivre dans l'angoisse pour rien, en fait. Voilà. Pour rien, sauf si vraiment vous avez expérimenté dans votre vie. N'hésitez pas toujours, car l'astrologie, il faut vraiment sortir de ça le plus possible, parce que c'est un langage symbolique, ce n'est pas une religion. Donc il faut tout de suite essayer de traduire ce que vous lisez, ce que vous entendez dans votre vie, dans la pratique. En fait, et c'est ça, c'est là en fait, à partir de ce moment-là, que vous pouvez soit discerner si ce qu'on vous dit vous correspond, ou soit le remettre en question par rapport à vous. En fait, mais pas juste par rapport à ce que quelqu'un dit, parce que vous ne l'aimez pas, en fait, mais parce que peut-être que dans votre thème, il y a des choses particulières qui font que ça ne peut pas s'appliquer à vous. Et une dernière chose que j'aimerais dire, j'aime beaucoup ce livre d'un astrologue qu'on ne présente plus, mais je ne le citerai pas, parce que lui et moi, on a des antagonismes personnels, pas professionnels. C'est un très bon astrologue, pourtant, il dit... c'est un ouvrage sur l'astrologie horaire. Il dit en fait que chaque action, chaque événement, chaque objet, chaque personne appartient à l'une des maisons. Dans une bonne connaissance des domaines régis par chaque maison, il est inutile de tenter d'interpréter. Sans une bonne connaissance des domaines régis par chaque maison, il est inutile de tenter une interprétation d'une interrogation. Et là, il parle vraiment de l'astrologie horaire. Vous pouvez tout d'abord comprendre la question qui vous est posée, ainsi que son contexte et toutes ses implications. C'est seulement à ce moment-là que vous rechercherez la maison concernée. Ainsi, le partenaire, c'est-à-dire le conjoint, appartient à la maison 7, qu'il s'agisse d'un mariage ou d'un associé. Les rêves appartiennent à la maison 9, l'ambition et l'espoir à la maison 11, les automobiles à la maison 3, etc. Ayant déterminé le domaine dont vous vous occupez, regardez le maître du signe où se trouve la cuspide. Si la question concerne la profession, regardez la maison 10. Si la cuspide est en Scorpion, recherchez Mars et étudiez la position, la puissance et les relations à d'autres planètes. Et dans ce cas-là, Mars est le symbole de la profession dans un thème. Donc, je ne vais pas vous lire tout ce qu'il a écrit, je vais juste résumer, car ça s'applique aussi à l'astrologie généliaque, c'est-à-dire l'astrologie d'études des thèmes de naissance, plutôt, et pas des thèmes astro, parce que quand vous dites thème astro, ça ne veut pas directement parler de votre ciel de naissance. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Quand vous voulez vraiment vous référer à votre thème de naissance, pour ceux qui ne le savent pas, utilisez thème natal, tout simplement. Ou alors mon horoscope, c'est un peu plus proche. Alors, ou mon ciel, tout simplement, on comprendra. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est, il a dit ceci, ces attributions, donc tout ce que je vous ai lu sur les maisons, ne résultent pas de points de vue ou d'opinion, mais d'expériences effectuées par plus de 100 générations d'astrologues. Les règles sont aussi fixes que celles du jeu d'échecs. Vous ne pouvez pas les modifier par-ci par-là selon vos humeurs ou vos théories favorites. Sinon, vous ne retrouverez pas l'objet perdu que vous recherchez par l'intermédiaire de votre thème. Et c'est valable pour n'importe quelle question. Et je vous parle d'astrologie horaire parce que pour moi, c'est l'astrologie la plus fine qui existe. Parce que bon, déjà, elle confronte moins les égos des gens. Parce qu'en astrologie génétique, des gens ne veulent jamais admettre leur destin. Je ne comprends pas. Mais bon, parce qu'on a trop vendu les potentiels grâce à leur thème astral, qui sait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en général, les gens viennent poser des questions quand ils sont en crise et les réponses sont claires. Et en général, c'est compliqué, sauf si on pose des dates précises, si on s'y connaît un peu, avec ne serait-ce que des livres, parce qu'il y en a quand même pas mal sur le sujet et la plupart sont très bons. C'est compliqué de se tromper avec l'astrologie horaire. Mais pour faire de l'astrologie horaire, il faut maîtriser le symbolisme. C'est pour ça que je vous fais des tonnes, je vous en dis tout le temps sur ça, parce qu'en fait, si vous ne maîtrisez pas ça, la symbolique, l'association de chaque as et chaque planète, en fait, vous ne pourrez pas faire d'astrologie, vous ne pourrez pas faire d'interprétation juste. Jamais, vous allez toujours vous tromper, en fait. Et surtout, ne mélangez pas les choses. Je vous ai fait un produit qui s'appelle
comment ça s'appelle? Ça s'appelle, je pense, Décoder les 12 astres. Vous le retrouverez dans la barre d'infos ou alors vous allez dans la barre à propos de ma chaîne. Vous allez regarder mon site internet et vous regarderez. Et je vous ai vraiment fait un tableau sur les astres en question et sur ce qu'ils symbolisent chacun. Comme ça vous permettra d'interpréter plus facilement vos thèmes astro et de décoder tout ce que vous lisez par-ci et par-là et vraiment faire discerner le vrai du faux et ne pas mélanger les choses. Et surtout, peut-être que vous pourrez faire de l'astrologie horaire pour vous-même, qui sait, en fait, parce que c'est vraiment l'astrologie la plus fine. Et il y a beaucoup de gens, ils pensent qu'ils veulent lire leur thème astro, mais en fait, ils recherchent à répondre à des questions horaires. Et donc, la symbolique, c'est vraiment l'essence, c'est le fond de l'astrologie. Et tant que vous ne maîtrisez pas ça, vous ne pouvez pas parler astro, tout simplement. Donc je vous remercie de m'avoir écouté sur Astrobagiste. On se retrouve très prochainement lors de live, donc de direct pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes, nocturne ou diurne, on verra bien selon mes disponibilités et mon bébé. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis j'attends ceux qui ont, ceux qui ont regardé jusqu'au bout me dire le mot-clé à la fin. Vous le connaissez, c'est LOL. À très vite.